Bonjour tout le monde, bienvenue à cette première conférence du CEDI 2021. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Amandine Catala, professeure agrégée au département de philosophie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice et l'agentivité épistémique. Ses recherches se situent en philosophie sociale, politique et féministe et portent sur l'injustice et l'agentivité épistémique en lien avec plusieurs problématiques comme la sous-représentation de certains groupes dans certains domaines, le colonialisme, la délibération publique, les think tanks, la justice linguistique, le handicap et la neurodiversité. Amandine Catala a reçu son PhD en philosophie de la University of Colorado à Boulder et a effectué des stages et séjours postdoctoraux à la London School of Economics, l'Australian National University et l'Université Louvain. Sa conférence intitulée Justice épistémique et autorité épistémique, l'exemple de l'autisme. Avant de céder la parole à Amandine Catala, je souhaite également vous présenter les deux interprètes en langue des signes qui seront présents pour cette conférence. Madame Sarah Anne Vidal et Madame Nicole Laberge proposeront une traduction en langue des signes québécois. Je vous je vous remercie pour votre attention et je cède sans plus tarder la parole à Amandine Catala. Merci beaucoup Yanni pour cette introduction et merci beaucoup à tout le comité organisateur du CEDI de m'avoir invité à présenter cette conférence aujourd'hui. J'en profite également pour féliciter chaleureusement le comité organisateur du CEDI pour l'initiative incroyable qui a été mise sur place ici pour la première fois cet été, qui est vraiment une initiative formidable. Vous rendez un tellement beau service à tellement de personnes et donc je suis vraiment très très contente de pouvoir être ici aujourd'hui, et j'en profite également pour remercier les interprètes Alice et Laura qui sont avec nous pour traduire en langue des signes aujourd'hui ma conférence. Donc un grand merci pour tout ça. Et je vais donc maintenant partager mon écran pour faire défiler les dias sur lesquels ma présentation est basée. Donc j'espère que ça passe bien et que vous voyez ça. Je vais parler aujourd'hui sur le sujet de la justice épistémique et l'autorité épistémique, en particulier en me penchant sur l'exemple de l'autisme. Comme Yanni l'a dit, donc mon nom est Amandine Catala, je suis professeure au département de philosophie à l'UQAM, où je suis également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémique. Alors, ma présentation d'aujourd'hui a comme point de départ deux observations. La première, c'est que les personnes autistes font face à de multiples formes d'injustice épistémique dans de nombreux contextes, qu'il s'agisse du contexte médical, clinique, familial, social, professionnel ou académique. Et donc, la deuxième observation, c'est que l'injustice épistémique nuit souvent à l'autorité épistémique qu'ont les personnes autistes au sujet de leur propre expérience d'elles-mêmes et du monde. Donc mon but ici dans la présentation aujourd'hui, ça va être d'identifier et de défendre des critères qui justifient l'autorité épistémique au sujet de l'autisme et qui cultivent une plus grande justice épistémique pour les personnes autistes. Et bien que l'exemple particulier sur lequel je me penche aujourd'hui est celui de l'autisme, je pense que l'analyse que je fournis peut également être utile pour d'autres axes d'intersectionnalité et d'identité sociale, comme le genre, la racisation ou le handicap, par exemple. Alors, le plan pour la présentation se présente comme suit. Je vais commencer par quelques remarques méthodologiques. Ensuite, je vais passer à des définitions, d'une part sur l'autisme et d'autre part sur la justice, l'agentivité et l'autorité épistémique. Cela m'amènera ensuite à parler des deux points suivants, à savoir l'ignorance neurotypique et la distinction entre connaissances propositionnelles
et la connaissance expérientielle. Et je suggérais que ces choses-là nous suggèrent des critères potentiels pour l'autorité épistémique sur l'autisme. Et je conclurai par dire un mot rapidement sur les implications potentielles que cela pourrait avoir pour la recherche sur l'autisme. Donc, tout ça étant dit, on peut commencer avec les remarques méthodologiques. Alors, un point très important ici, c'est de commencer par ce fameux slogan, mais qui est aussi en fait une méthodologie, précisément, c'est pour ça que je le mentionne ici, qui est « Rien sur nous sans nous ». En anglais, « Nothing about us without us ». C'est un slogan qui a été formulé par les mouvements activistes portant sur le handicap et qui est également très important pour les études sur le handicap dans le milieu académique. L'idée ici, comme vous pouvez l'entendre, hein, quand on dit rien sur nous sans nous, le nous en question, ce sont les personnes handicapées dans le cadre des mouvements activistes sur le handicap ou des études sur le handicap. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas parler sur ou faire des choses pour les personnes handicapées sans donc consulter, écouter et inclure les personnes et les perspectives des personnes handicapées. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans toute démarche sur le handicap. Alors, à la lumière de cette première remarque, je pense important de préciser que j'aborderai donc la présentation d'aujourd'hui d'une perspective à la première personne, c'est-à-dire en tant que femme, philosophe et chercheur, autiste. En même temps, je pense qu'il est important de préciser que je ne suis évidemment pas une porte-parole pour la communauté autiste, puisque la communauté autiste, comme toute communauté, est une communauté qui est très diversifiée à l'interne, n'est-ce pas? Donc, qui est très hétérogène, notamment en raison de différents axes d'intersectionnalité comme la race, la classe, le handicap physique et ce genre de choses. Donc, une dernière chose avant de continuer, c'est le langage que j'utiliserai. J'utiliserai l'expression de personne autiste ou bien même simplement de parler d'un autiste ou d'une autiste ou des autistes. L'idée derrière ce langage, c'est que l'autisme est une identité. Et c'est ce langage-ci, l'autisme comme identité, donc de personne autiste, qui est privilégié par une grande partie de la communauté autiste et des personnes qui défendent leur propre cause en tant que personnes autistes. Et ce langage donc, est à utiliser à la place du langage qui est prévalent dans la sphère médicale, sociale, mais aussi académique parfois, qui est le langage de personnes avec TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, où l'autisme en fait est par implication vu comme un problème. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de préciser dans le cadre des remarques méthodologiques. Donc, avec ces remarques méthodologiques présentées, je passe maintenant à la définition de l'autisme parce que je ne veux pas présumer que tout le monde dans l'Assemblée est nécessairement familiarisé avec la définition de l'autisme. Alors, je m'appuie ici sur la définition telle qu'elle est présentée. Ce n'est pas une définition mot à mot, mais elle est basée, si vous voulez, c'est une paraphrase de ce qui est dans le DSM, c'est-à-dire le Diagnostic Statistical Manual, qui est donc l'ouvrage de référence en psychiatrie en Amérique du Nord pour définir donc les différentes conditions. Alors, l'autisme donc est un spectre
donc un continuum si vous voulez, caractérisé par des degrés grandement variés de deux critères différents. Premièrement, des difficultés dans la communication ou les interactions sociales. Donc ça peut par exemple être le contact visuel, le bavardage banal, ce qu'on appelle en anglais le small talk, le fait de débuter, rejoindre ou maintenir une conversation, comprendre le sens figuré ou encore l'écolalie. Et deuxièmement, des comportements dits restreints et répétitifs. Donc, par exemple, l'adhésion stricte à des routines ou règles, l'aversion au changement et l'inconfort face aux situations nouvelles ou imprévues, l'alimentation sélective, une hyper-concentration sur des intérêts très spécifiques et parfois inusuels et d'estime. Donc, le fait, par exemple, de chipoter, de faire tourner des objets ou soi-même ou des parties de son corps, ce genre de choses. Alors, inclus dans ce deuxième critère, selon le DSM maintenant, est aussi rentrée donc cette question de l'hypo ou l'hypersensibilité aux stimuli sensoriels ou environnementaux, donc une grande ou au contraire une très faible sensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux textures, aux températures par exemple. Alors bien sûr, tous les exemples qui sont mis ici sont exactement ça, ce sont des exemples. Et donc, toutes les personnes autistes ne vont pas nécessairement présenter ces différents traits tels qu'ils sont présentés ici. D'une certaine manière, bien sûr, les personnes autistes vont remplir ces critères, mais vraiment de manière très différente. Donc, c'est vraiment juste des exemples pour illustrer les critères qui sont ici listés sous 1 et 2. Alors, le DSM précise également 3 niveaux d'autisme, c'est-à-dire donc sur le spectre, selon le degré de soutien ou d'assistance qui peut être requis. Donc, dans le premier niveau, par exemple, on pourrait avoir besoin d'un poste de travail calme et des directives claires pour pouvoir bien faire son travail. Dans le niveau 2, on pourrait avoir besoin d'une aide ponctuelle, par exemple pour des habilités verbales ou sociales. Et dans le niveau 3, on pourrait avoir besoin, par exemple, d'une aide continue pour des choses quotidiennes, comme par exemple manger et s'habiller. Donc, le plus important de retenir, en fait, ici, c'est vraiment le petit paragraphe qui suit. C'est que le spectre de l'autisme rassemble des personnes qui remplissent les 2 critères du DSM, hein, qu'on a vu sur la dia précédente, le critère de communication et d'interaction sociale et le critère de comportement dit restreint et répétitif, mais qui font preuve de degrés de fonctionnement, encore une fois entre guillemets, pouvant grandement varier d'une personne à l'autre selon leurs capacités et limites respectives. Donc, par exemple, on pourra avoir des personnes autistes qui sont hautement intelligentes, d'autres personnes autistes qui ont des handicaps intellectuels, des personnes autistes avec des capacités verbales très grandement développées, d'autres avec peu ou pas de capacités verbales. Je précise également, je pense que c'est très important, on entend souvent parler de l'autisme non-verbal ou des personnes qui sont autistes non-verbales, et ça ne veut pas nécessairement dire que ces personnes-là ne peuvent pas s'exprimer, hein. Parfois, des personnes autistes non-verbales peuvent en fait s'exprimer simplement d'une manière qui n'est pas orale, mais qui peuvent par exemple très bien s'exprimer de manière écrite, par exemple en utilisant un clavier, ce genre de choses. Donc juste pour préciser ça, je pense que c'est important. Et un autre point à mentionner ici, donc, il peut aussi y avoir des niveaux grandement différents de comment on fonctionne dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des personnes qui pourront vivre de manière plus ou moins autonome, comme quiconque, et puis d'autres personnes qui, au contraire, vont avoir besoin d'un soutien, comme on disait tout à l'heure, pour les tâches quotidiennes. Donc, ça, c'est pour mettre en place la définition de l'autisme, donc de manière générale. Et ceci étant fait, donc, je propose de passer à la définition de l'injustice épistémique.
Et de manière générale, donc, on peut dire qu'une personne subit une injustice épistémique si elle n'est soit pas adéquatement crue, auquel cas elle subit un déficit de crédibilité, ou elle n'est pas adéquatement comprise, auquel cas elle subit un déficit d'intelligibilité, parce qu'elle appartient à un groupe social non dominant, par quoi on entend par exemple les femmes, les personnes racisées comme non blanches, les personnes autochtones, les personnes handicapées, et donc plus précisément à cause de certains types de biais qui affectent ces groupes, et on va revenir sur ces questions dans un instant. Mais pour l'instant, donc, je voudrais souligner qu'il y a deux types principaux d'injustice épistémique qui sont identifiés par Miranda Fricker, qui est la théoricienne initiale donc, de cette catégorie d'injustice épistémique. Donc, il y a deux types principaux d'injustice épistémique selon Fricker. Premièrement, l'injustice testimoniale, qui est donc un déficit indu de crédibilité. Et deuxièmement, l'injustice herméneutique, qui est donc un déficit indu d'intelligibilité. Et on va maintenant voir des exemples pour illustrer ça plus précisément. Alors, pour illustrer l'injustice testimoniale, on peut imaginer un policier qui ne croit pas le témoignage véridique d'un témoin noir parce que le témoin est noir. On voit dans cet exemple que le témoin n'est pas adéquatement cru. Il subit un déficit indu de crédibilité. Et ce déficit indu de crédibilité est dû à quoi? Eh bien, à des biais qui peuvent, c'est très important aussi, être conscients ou non chez l'interlocuteur concernant l'identité sociale du locuteur. Donc, on peut penser que le policier a donc des biais sur les personnes noires et que donc ça amène la personne avec ces biais qui, comme je dis, peuvent être conscients ou non, à ne pas prendre sérieusement le témoignage de la personne à cause de l'identité sociale de la personne et des biais donc que le policier ici en l'occurrence a envers la personne. Donc, ça, c'est pour illustrer l'injustice testimoniale. Pour illustrer l'injustice herméneutique, on peut imaginer une femme qui ne peut pas communiquer comme telle son expérience de harcèlement sexuel parce que le terme n'existe pas encore à l'époque. Donc, dans cet exemple, on voit que la femme n'est pas adéquatement crue, elle subit un déficit indu d'intelligibilité et ce déficit est dû à des biais, cette fois-ci, non pas chez l'interlocuteur, mais plutôt dans le bassin de ressources conceptuelles et interprétatives de la société. Ces biais sont dus à l'exclusion de certains groupes des processus de production conceptuelle. Donc l'idée ici, c'est que le terme de harcèlement sexuel manque dans les ressources conceptuelles de la société, mais que ce n'est pas un hasard. Donc, en fait, l'absence du terme s'explique par le fait qu'en fait, les personnes qui ont accès à la formation, à la production de ces ressources conceptuelles, donc tout ce qu'on appelle les significations sociales, les compréhensions partagées, les représentations collectives, donc tous les concepts qui nous permettent d'interpréter le monde social, sont en général conçus par et pour les groupes dominants. Ça veut donc dire que les expériences, les perspectives, les situations des groupes dominants vont être relativement bien représentées avec les outils qu'ils produisent, mais par contre, les expériences, situations et perspectives des groupes non dominants ne vont pas nécessairement toujours être bien saisies et au contraire, parfois vont être invisibilisées ou marginalisées. Donc c'est ça qui se passe ici. On a l'expérience des femmes qui subissent du harcèlement sexuel. Le terme manque parce que les femmes ont été historiquement, à l'époque, donc, marginalisées du processus de production conceptuelle. C'est ce que Fricker appelle la marginalisation herméneutique, le fait qu'on n'est pas inclus dans les processus de production conceptuelle. Ça va? Donc ça, c'est pour illustrer donc l'injustice épistémique dans ces deux formes principales qui est... Amandine? Oui? Oh, j'essaie de te couper entre les deux. Juste, si jamais, juste ralentir un peu, si jamais c'est possible, les interprètes ont les mains floues. Si jamais tu peux ralentir un peu. Ça Merci. va.
Merci de me le dire et n'hésitez pas à le répéter au besoin. Désolée aux interprètes. Et je précise également qu'en fait, là, je vois juste mon média, donc je ne vois rien au niveau des visages, donc n'hésitez pas à prendre la parole avec le micro. Merci beaucoup. Ok, donc voilà, ça c'était pour parler des deux types d'injustice épistémique, testimoniale d'une part et herméneutique d'autre part. Donc maintenant, je vais relier cette notion d'injustice épistémique aux deux autres notions d'agentivité épistémique d'une part et d'autorité épistémique d'autre part. Mais donc tout ça est lié et on le voit dans l'affirmation qui est surlignée tout en haut de la dia ici. Donc l'injustice épistémique nuit à l'agentivité épistémique et à l'autorité épistémique perçue. L'idée ici, c'est que si vous n'êtes pas adéquatement cru, c'est-à-dire si vous subissez une injustice testimoniale, ou si vous n'êtes pas adéquatement comprise, c'est-à-dire si vous subissez une injustice herméneutique, eh bien, ça va sérieusement nuire à votre agentivité épistémique, c'est-à-dire votre capacité de produire, de transmettre ou d'utiliser de la connaissance. Donc, dans cette expression d'agentivité épistémique, on entend les deux termes agentivité et épistémique. L'agentivité, c'est donc le fait d'agir, le fait de pouvoir faire des choses. Ici, c'est une agentivité qui porte en particulier sur le domaine épistémique, c'est-à-dire le domaine de la connaissance. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire avec la connaissance. Ici, en particulier, donc, la capacité de produire, transmettre ou utiliser de la connaissance. Ça va? Donc, ça, c'est pour l'agentivité épistémique. Et donc, l'autorité épistémique perçue, c'est l'idée que vous êtes perçu comme une personne qui est qualifiée pour parler d'un sujet donné. Et il faut contraster cette notion d'autorité épistémique perçue avec une autre notion qui est l'autorité épistémique réelle, c'est-à-dire que vous devriez être perçu comme tel, car vous êtes effectivement qualifié ou adéquatement positionné pour parler d'un sujet donné. Donc, l'autorité épistémique perçue, comme je l'indique ici, c'est une notion descriptive. Donc, la question est vraiment de savoir est-ce que vous êtes perçu comme tel ou pas. C'est une question factuelle, en fait. Et l'autorité épistémique réelle, c'est une notion normative, c'est-à-dire que vous devriez être perçu comme tel. Mais ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. D'accord? Donc ça, c'est pour parler de ces deux notions qui vont revenir donc, dans la suite de la présentation. Alors, ce que j'aimerais suggérer donc, dans la présentation, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les personnes autistes subissent une injustice épistémique, par exemple, dans la sphère médicalo-clinique, où en général, les différences neurocognitives qui caractérisent le profil autistique sont caractérisés comme des troubles, on l'entend dans l'expression de TSA, de troubles du spectre de l'autisme, ou bien comme présentant des déficits. Et ce genre de vocabulaire très négatif et très péjoratif. Donc, revient beaucoup dans la sphère médicale et clinique des définitions et des analyses de l'autisme. Dans la sphère sociale également, donc, il y a des stéréotypes largement répandus que les personnes autistes manquent supposément d'empathie, de sociabilité, etc. Du côté de la sphère professionnelle ou de l'enseignement, cela peut aussi se manifester, par exemple, par la stigmatisation d'un différent profil neurocognitif ou sensoriel. Donc, le fait que l'on traite l'information différemment ou qu'on traite les stimuli sensoriels ou environnementaux différemment peut aussi interférer avec le processus professionnel ou d'enseignement, et donc ça peut aussi être stigmatisé dans ce contexte-là. Et de manière peut-être paradoxale, mais néanmoins, il y a aussi une certaine injustice épistémique au niveau de la littérature sur l'injustice épistémique
qui touche donc les personnes autistes ici pour ne parler que de ce cas-là en particulier, mais c'est ce que j'appelle une méta-injustice épistémique. En fait, une méta-injustice épistémique, c'est l'idée que donc au moment même où on réfléchit sur comment définir nos concepts d'injustice épistémique, d'agentivité épistémique, de confiance épistémique, de fiabilité épistémique, tout ça, au moment où on définit ces termes-là, on ne prend pas nécessairement en compte les personnes autistes. Donc, par exemple, il n'est pas rare de trouver des affirmations dans la littérature sur l'injustice épistémique, comme quoi il est tout à fait normal, par exemple, de ne pas prendre au sérieux ou de ne pas croire ou de douter de la sincérité ou de la compétence d'une personne qui ne vous regarde pas dans les yeux, d'une personne qui n'a pas l'air de parler avec une très grande confiance, une très grande affirmation d'elle-même. Et ce genre, évidemment, de biais, ce sont des biais neurotypiques, n'est-ce pas? Donc, ce sont des biais qui vont nuire aux, aux personnes autistes dans la mesure où ça va pousser les interlocuteurs à ne pas prendre au sérieux les personnes autistes. Donc, c'est problématique, évidemment, et encore plus, évidemment, dans un contexte comme la littérature sur l'injustice épistémique, où on essaie justement de mettre ces problèmes-là en lumière. Donc là, on efface certaines personnes des considérations qui devraient intervenir dans la formulation de l'injustice épistémique et de nos concepts sur l'injustice épistémique. Donc, dans tous ces cas-là, dans toutes ces différentes sphères que je viens de passer en revue, les personnes autistes ne sont pas prises au sérieux comme sujet de connaissance. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles subissent une injustice épistémique, parce que si vous n'êtes pas perçue comme interlocutrice fiable, si vous êtes perçue comme étant pas ou peu fiable, vous allez subir une injustice testimoniale. Si vous êtes exclu de la production des concepts du mainstream, vous allez subir une injustice herméneutique. Dans un cas comme dans l'autre, donc vous n'êtes pas prise au sérieux comme sujet de connaissance, et donc ça va miner l'agentivité épistémique et l'autorité épistémique perçue des personnes autistes, malgré le fait que les personnes autistes ont une autorité épistémique réelle. Notamment, donc ici en particulier, ce qui m'intéresse, c'est sur leur propre expérience en tant que personne autiste. Donc, on va revenir maintenant un petit peu plus précisément sur cette distinction entre autorité épistémique perçue et réelle. Donc, l'idée ici, c'est qu'il est possible d'avoir l'une sans l'autre. Effectivement, d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on pourrait définir l'injustice épistémique. C'est quand l'autorité épistémique perçue ne correspond pas à l'autorité épistémique réelle. Et il y a deux manières dont l'autorité perçue peut ne pas correspondre à l'autorité réelle. Donc, dans un cas, par exemple, comme celui du témoin noir de tout à l'heure, le témoin a une autorité épistémique réelle, c'est un témoignage véridique, mais le témoignage n'est pas perçu comme tel. Donc la personne a une autorité épistémique qui est réelle, mais qui n'est pas perçue. Et donc, ça, c'est un cas de déficit de crédibilité. Donc, l'autorité épistémique réelle n'est pas perçue comme telle. C'est un déficit de crédibilité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'injustice testimoniale. Mais il y a une autre manière où l'autorité épistémique perçue peut ne pas correspondre à l'autorité épistémique réelle. Et ça, c'est ce que José Medina, dans son livre de 2013, appelle un excès de crédibilité. Donc, c'est quand une personne est perçue comme ayant en fait plus d'autorité qu'elle n'en a réellement. Donc, par exemple, on peut penser au milieu médical où les psychiatres, par exemple, ou parfois même les membres de la famille sont perçus comme ayant plus d'autorité sur l'expérience des personnes autistes, alors qu'en fait, si elles ne sont pas autistes elles-mêmes, ces personnes-là n'ont pas d'autorité réelle là-dessus. C'est aux personnes autistes qu'il faut demander leur perspective, leur contribution pour connaître ce qu'il en est d'être une personne autiste. Et donc,
voilà, ça c'est ce que je voulais dire ici, que l'autorité épistémique perçue qui ne correspond pas à l'autorité épistémique réelle, ça peut se manifester de deux manières, soit selon un déficit de crédibilité, ça c'est quand on a l'autorité réelle mais qu'elle n'est pas perçue, et selon un excès de crédibilité, ça c'est le problème inverse, c'est quand on a une autorité épistémique perçue mais qui n'est pas en fait réelle. D'accord? Donc ça c'est pour mettre ça en place. Alors, ces questions donc d'allocation de crédibilité, qui est pris au sérieux, est-ce que c'est un déficit ou un excès, ça nous amène à parler de l'importance de la position sociale pour la production de la connaissance. D'accord? Donc ici, je fais simplement référence à ce qu'on appelle en anglais standpoint theory, en français souvent traduit par la théorie du point de vue situé. Qui a été donc développée par les autrices qui sont listées ici. Et selon donc l'idée de la théorie du standpoint, c'est l'idée que la manière dont on est placé dans la société, c'est-à-dire la position sociale qu'on occupe dans la structure sociale, affecte bien sûr l'expérience qu'on fait du monde social, mais donc également aussi la connaissance que l'on a du monde social en vertu de notre expérience. Et là, évidemment, ça nous amène à faire un contraste entre la position du groupe dominant et celle du groupe non dominant. Ça veut dire que le groupe dominant va avoir une position différente, mais donc aussi une expérience différente et une connaissance différente de celle du groupe non dominant, qui occupe une autre position en vertu de laquelle il va avoir une expérience différente et donc une expérience différente du monde social. D'accord? Donc ici, juste pour donner un exemple très rapide, donc il est également utile de mentionner que la théorie du standpoint est une théorie qui a ses racines dans la théorie marxiste. Et donc, pour prendre un exemple qui illustre l'optique marxiste, si vous demandez à un capitaliste de décrire une société capitaliste, il va vous dire que c'est une société de liberté, d'abondance et de richesse. Et par contraste, si vous demandez à un membre de la classe ouvrière de décrire cette même société capitaliste, il va dire que c'est une société d'exploitation, de précarité et de pauvreté. Et donc, on a des points de vue très différents sur une même société. Mais bien sûr, le standpoint theory ne prétend pas que ces deux points de vue sont équivalents du point de vue de la connaissance et que donc tout se vaut, les groupes dominants pensent une chose et les groupes non dominants pensent autre chose et puis voilà, l'histoire est terminée. Pas du tout. Le point justement du standpoint theory, c'est de montrer que les groupes non dominants, en vertu du fait qu'ils font une expérience, ils ont une expérience de première main, une expérience directe de certaines injustices, de certains systèmes d'oppression, ont alors une connaissance qui est plus exacte sur ces réalités sociales et en fait une connaissance qui n'est pas directement accessible aux groupes dominants. Donc ça, c'est très important, que ce n'est pas juste qu'il y a des différences dans la perspective, mais qu'il y a une perspective qui est plus exacte que l'autre en vertu de sa position sociale. C'est-à-dire que la position sociale non dominante donne accès à une expérience et une connaissance donc plus directe de l'oppression, de certaines réalités sociales, et donc cette connaissance-là qui en ressort est plus exacte. Ça, c'est l'apport de la théorie du point de vue situé. Alors, ce qu'on entend ici, en fait, qu'on n'a pas encore nommé comme tel, mais ce qui ressort en fait de ce que j'ai dit jusqu'à présent, ce sont deux notions que vous voyez apparaître ici, qui sont celles de privilège et d'ignorance épistémique. Donc, la notion de privilège épistémique, c'est l'idée que les groupes qui ne sont pas socialement privilégiés, c'est-à-dire les groupes non dominants, vont avoir un privilège
épistémiques, c'est-à-dire qu'en vertu, comme je disais, de leur position sociale, leur expérience va leur donner accès à une connaissance qui est plus exacte et plus précise et donc plus vraie, si vous voulez, de ces réalités sociales. À l'inverse, les membres des groupes non dominants vont souvent avoir ce que Charles Mills appelle l'ignorance épistémique, c'est-à-dire que ces personnes-là vont, comme je disais, ne pas avoir accès à cette même expérience et à cette même connaissance en vertu de leur position sociale. Et ce qui est important de souligner ici également, c'est que pour Mills, c'est pas juste que les personnes des groupes des groupes dominants n'ont pas accès à certains pans du monde social en vertu de leur position socialement dominante, mais c'est aussi, donc c'est pas qu'il y a un manque de connaissances, c'est pas seulement ça, c'est aussi que en fait, à la place d'une connaissance plus exacte qui manque du côté dominant, en fait, cette place est occupée par une connaissance qui est produite par les groupes dominants et qui est donc inexacte, qui ne correspond pas vraiment à la réalité dans les faits, et notamment tout ce qui touche donc aux réalités sociales qui entourent l'oppression. D'accord. Et donc ça, c'est très pernicieux parce que donc les personnes qui appartiennent à des groupes dominants vont en général avoir l'impression qu'elles connaissent le monde social très bien et qu'elles peuvent parler des réalités sociales de manière adéquate, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas parce que leur position ne leur permet pas d'avoir l'accès nécessaire pour pouvoir en parler de manière exacte. Alors ici, l'idée donc, c'est que les membres des groupes dominants vont avoir tendance à avoir une forme d'ignorance épistémique, tandis que les membres de groupes non dominants vont avoir tendance à avoir un privilège épistémique, c'est-à-dire un point de vue plus critique sur les réalités sociales. Et je dis, ces personnes respectivement ont tendance à avoir donc soit le privilège épistémique, soit l'ignorance épistémique, parce que ce n'est pas automatique, d'accord? Donc l'idée ici n'est pas que simplement en vertu de votre position sociale, vous avez automatiquement soit un privilège, soit une ignorance épistémique, selon que vous êtes membre d'un groupe non dominant ou d'un groupe dominant, d'accord? Donc, il est tout à fait possible, par exemple, pour les membres des groupes dominants, qu'au lieu d'avoir un privilège épistémique, en fait, les membres de groupes non dominants ont une fausse conscience, ont internalisé certaines idéologies oppressives de l'environnement injuste dans lequel elles vivent. Et à l'inverse, bien sûr, il est aussi possible que des membres de groupes dominants en viennent à prendre conscience de leur position socialement dominante et aux limites épistémiques qui sont attachées à cette position sociale dominante. Ça va? Donc, ce n'est pas automatique, le privilège ou l'ignorance épistémique. C'est quelque chose qui n'est pas automatique. Ça nous amène en fait à introduire cette distinction entre connaissances propositionnelles ou expérientielles. L'idée ici, en fait, ce que je viens d'écrire pourrait aussi être dit de la manière suivante, c'est que en fait, quand on parle des réalités sociales, ce qui compte n'est pas avant tout la connaissance propositionnelle, ce qui compte est avant tout la connaissance expérientielle. Hein, donc, faire l'expérience d'une certaine réalité sociale, comme c'est le cas des groupes non dominants, hein, c'est ça qui va produire ensuite alors une connaissance propositionnelle qui est plus valide, valable, utile hein, et plus exacte, précise, juste. D'accord. Et donc, c'est ici donc, est l'importance, puisque on en parlait tout à l'heure, de faire place aux perspectives à la première personne, n'est-ce pas, qui sont les perspectives des personnes qui font l'expérience de ces réalités-là de manière directe et réelle dans leur vie de tous les jours, afin de développer donc des affirmations, des récits, des théories, des articles, des livres à la troisième personne sur telle ou telle réalité sociale. Ici, en l'occurrence, par exemple, l'autisme, mais ça pourrait tout aussi bien être le racisme,
l'hétérosexisme et ce genre de choses, d'accord? Alors, on verra tout à l'heure que les points que j'ai mentionnés ici nous suggèrent des critères pour l'autorité épistémique réelle, mais pour l'instant, j'aimerais développer un petit peu plus la notion d'ignorance blanche, telle qu'elle est donc développée par Charles Mills dans son ouvrage de 97, qui est donc le contrat racial. Donc ici, on fait une, une petite excursion dans la théorie critique de la race pour pouvoir faire des parallèles ensuite avec l'autisme. Donc, selon Mills, donc, hein, l'ignorance blanche ou l'épistémologie de l'ignorance, si vous voulez, c'est un schéma particulier de dysfonctions cognitives locales et globales qui sont psychologiquement et socialement fonctionnelles, produisant le résultat ironique que les Blancs seront en général incapables de comprendre le monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Et Mills continue en disant « Une partie de ce que cela veut dire d'être construit comme blanc est un modèle cognitif qui empêche l'autotransparence et une compréhension véritable des réalités sociales. » Donc vous entendez ici beaucoup des échos de ce que je viens de dire, qui étaient donc déjà basés sur ce que Mills disait. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est qu'on voit apparaître dans ce que Mills dit, une ignorance qui a une dimension à la fois objective et subjective. Et ça, c'est quelque chose que j'ai analysé dans un article de 2019, que Mills ne mentionne pas donc, dans ces termes. Il ne dit pas l'ignorance objective et l'ignorance subjective, mais je pense que c'est vraiment ça qui est saisi dans son analyse. Donc, on va maintenant voir ça, cette notion d'ignorance qui peut être à la fois objective et subjective. Donc, l'ignorance subjective, hein, ce que Mills met en lumière dans ses définitions, c'est que les membres du groupe dominant font l'expérience de leur position privilégiée, donc socialement privilégiée, hein, comme naturelle et normale, à ce point que ça va leur paraître tout à fait imperceptible et incontestable que leur position est celle qu'elle est. Donc il y a un manque d'autotransparence du sujet de connaissance, ici en l'occurrence les membres du groupe dominant, qui donc ne vont pas, si vous voulez, avoir une réflexion autocritique sur eux-mêmes et sur leur perception du monde, sur leur expérience du monde et donc sur la connaissance qu'ils produisent au sujet du monde. Ça va? Ça, c'est pour l'ignorance subjective. Pour l'ignorance objective, c'est qu'en conséquence de cette ignorance subjective, eh bien, les membres du groupe dominant vont mécomprendre des aspects importants du monde social. Hein. Ils vont avoir un manque de compréhension adéquate de l'objet de connaissance, donc certaines réalités sociales. Et Mills, de manière très intéressante, suggère que comme on peut avoir l'ignorance blanche dans le contexte des relations raciales, on peut aussi avoir, par exemple, l'ignorance masculine dans le contexte des relations de genre, et on peut ajouter, par exemple, l'ignorance hétérosexuelle dans le contexte de l'orientation de genre, etc. Et donc, ce que je voudrais suggérer ici, c'est quelque chose que, avec deux collègues de l'UQAM, Luc Fauché et Pierre Poirier, nous avons développé dans un article paru récemment en 2021, c'est cette notion d'ignorance neurotypique qui, donc, nous soutenons, est due à la neuronormativité. Donc, on va voir maintenant de quoi il s'agit d'un peu plus près. Donc, nous définissons dans cet article la neuronormativité comme étant l'ensemble prévalent neurotypique de suppositions, normes et pratiques qui conçoit la neurotypicalité comme le seul modèle de cognition acceptable ou supérieur et qui stigmatise les attitudes, comportements ou actions qui reflètent des modes atypiques de cognition comme déviants ou inférieurs. Et donc, par ailleurs, les suppositions, normes et pratiques neuronormatives maintiennent des standards concernant, par exemple, ce qui est neurotypiquement considéré comme étant un contact visuel, des expressions de visage, une prosodie,
un rythme conversationnel, un traitement cognitif et une réceptivité appropriée. Toutes des choses qui peuvent être difficiles pour des personnes autistes de saisir, sentir ou appliquer en raison de différences neurocognitives. Et donc notre affirmation, ce que nous défendons, c'est que la neuronormativité crée l'ignorance neurotypique. Donc on va de nouveau voir ça d'un petit peu plus près, en particulier en revenant donc pour mieux comprendre l'ignorance neurotypique, en faisant un parallèle avec l'ignorance blanche, puisque nous suivons bien sûr l'analyse de Charles Mills ici, pour l'étendre donc au contexte neurotypique, neuroatypique. Alors, donc l'ignorance blanche, on l'a vu, concerne un système de pression en particulier qui est le racisme. Alors, ce système de pression qu'est le racisme va à la fois produire et être maintenu par un ensemble particulier de suppositions, normes et pratiques, qu'on peut appeler la suprématie blanche. Et je mentionne ici au passage que quand on parle de suprématie blanche, on parle du système actuel dans beaucoup de sociétés qui sont racialement divisées où la population blanche est souvent majoritaire. Donc on ne parle pas nécessairement de groupes de suprématie blanche qui peuvent être des groupes d'extrême droite ou ce genre de choses. Ici, on parle vraiment de la réalité sociale telle qu'elle est dans beaucoup de démocraties libérales occidentales qui sont racialement divisées. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc, cet ensemble de suppositions, normes, pratiques qu'est la suprématie blanche va produire ce que Mills appelle donc l'ignorance blanche, dans ces deux dimensions, comme je disais tout à l'heure, à la fois l'ignorance subjective, où les sujets racisés comme blancs vont avoir un manque d'autotransparence par rapport à leur position dominante et socialement privilégiée, ce qui va résulter en l'ignorance objective, c'est-à-dire un manque de compréhension adéquate des réalités sociales. Et donc, pour faire le parallèle avec l'ignorance neurotypique, cette fois-ci, le système de pression pertinent, c'est le capacitisme, et plus particulièrement le neurocapacitisme. Et de la même manière, ce système de pression va produire et être maintenu par un ensemble de suppositions, normes et pratiques qu'on peut appeler la neuronormativité, qu'on a définie tout à l'heure. Et la neuronormativité va à son tour produire l'ignorance neurotypique, à nouveau dans ces deux dimensions subjectives et objectives. Donc il va y avoir un manque d'autotransparence de la majorité neurotypique envers la minorité neuroatypique, c'est-à-dire que la majorité neurotypique va prendre sa situation, sa perspective, ses standards comme étant tout à fait normales, naturelles, et ne va même pas les percevoir. Et donc, ça va produire de l'ignorance dans sa dimension objective cette fois-ci, c'est-à-dire un manque de compréhension adéquate des réalités sociales concernant donc en particulier ici un profil neuroatypique tel que l'autisme. Donc ça, c'est pour faire donc ce parallèle entre ignorance blanche et ignorance neurotypique. Alors, tout ça nous amène à formuler un premier critère pour l'autorité épistémique réelle, c'est qu'il faut, pour prétendre à une autorité épistémique réelle, il faut avoir conscience de l'ignorance neurotypique à la fois subjective et objective. Je vais en dire plus dans un instant, mais j'aimerais souligner que cette prise de conscience, il faut vraiment la voir comme un processus et non comme un résultat. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, quitter la présentation d'aujourd'hui et vous dire « ça va, j'ai compris la distinction entre ignorance neurotypique, subjective et objective, et donc j'ai, entre guillemets, passer le test, je peux cocher la case, je suis conscient de l'ignorance neurotypique et c'est bon à tout jamais. » Non, non, l'ignorance neurotypique, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience de manière
répétitive, c'est quelque chose qu'il faut développer, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer et c'est vraiment une approche, c'est une méthode et donc il faut vraiment toujours avoir ça présent à l'esprit quand on s'exprime, quand on réfléchit, quand on travaille sur ce type de sujet. D'accord? Donc c'est vraiment un processus continu plutôt qu'un résultat qu'on accomplit rapidement. D'accord? Donc ça c'est quelque chose d'important. Alors donc c'est très bien de dire qu'il faut prendre conscience de l'ignorance neurotypique, mais donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc ici, il y a les deux aspects. Donc pour l'aspect subjectif, l'idée évidemment, c'est de prendre conscience que notre position sociale vient avec des limites épistémiques. D'accord? Donc c'est-à-dire que si par exemple vous êtes une personne blanche, vous n'avez pas accès aux mêmes réalités qu'une personne noire. Et de la même manière, si vous êtes une personne neurotypique, vous n'avez pas accès aux mêmes réalités qu'une personne neuroatypique ou autiste ici en particulier. Vous avez certaines limites épistémiques. Et donc ça pousse les personnes issues de groupes dominants à adopter une posture d'humilité épistémique, comme l'appelle Medina. C'est une vertu épistémique, donc, qui permet exactement ça, de reconnaître qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Et donc de suspendre nos jugements au lieu de faire des affirmations qui vont renforcer une certaine oppression qui est déjà en place. D'accord? Donc ça, c'est pour l'aspect subjectif. Prendre conscience de sa position sociale et que cette position sociale vient avec des limites épistémiques. Pour l'aspect objectif, l'idée, évidemment, ça se tient, l'aspect subjectif et objectif, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît nos limites épistémiques, si nous, on n'est pas bien placés pour savoir de quoi il retourne, probablement qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que nous pour savoir de quoi il retourne. Ici, en l'occurrence, ça se traduit concrètement par la fiabilité épistémique des personnes autistes, c'est-à-dire qu'on peut compter sur les témoignages à la première personne des personnes autistes pour nous faire savoir ce que c'est d'être une personne autiste, de l'expérience des personnes autistes. Et donc, ça, c'est important à prendre en compte. Et ça nous amène donc à reprendre ces distinctions entre connaissances propositionnelles et connaissances expérientielles, en particulier en lien avec l'injustice épistémique. D'accord? Donc, on va maintenant passer à cette distinction. Alors, la distinction, donc, c'est l'idée que quand on s'intéresse à des problématiques d'injustice épistémique, ce n'est pas juste la connaissance propositionnelle qui pose problème, c'est aussi la connaissance expérientielle qui est importante. Ici, je vais citer par exemple des types de connaissances expérientielles, donc des types de connaissances non propositionnelles qui incluent par exemple la connaissance tacite, incarnée et affective. Ce sont des termes que j'emprunte à Alexis Shotwell, qui est une théoricienne qui parle de ça dans son livre de 2011. Et donc, la connaissance tacite, ce sont justement toutes ces présuppositions, ces normes et ces standards dont on parlait tout à l'heure, qui sont souvent appliqués, et parfois même de manière relativement automatique, mais qui ne sont pas donc qui ne sont pas explicités, qui sont implicites, qui sont tacites, qui pourraient être mis sous une forme propositionnelle, mais qui ne le sont pas en général. Il y a aussi la connaissance incarnée, c'est tout ce qu'on connaît par l'intermédiaire de notre corps, et la connaissance affective, tout ce qu'on connaît par l'intermédiaire de nos affects. Donc ici, je vous donne l'exemple en particulier pour illustrer comment ça se relie avec la problématique de l'injustice épistémique. Dans l'exemple de Fricker dont on parlait tout à l'heure, du harcèlement sexuel, les femmes font face à un problème, il y a une expérience qu'elles vivent pour laquelle il n'y a pas encore de terme adéquat qui a été conçu pour saisir l'expérience qu'elles vivent. Alors bien sûr, ça c'est un manque conceptuel, c'est un manque propositionnel. Mais avant ça, il y a toute une série de connaissances, notamment tacites, incarnées et affectives, qui interviennent dans l'expérience des femmes qui vivent cette situation. Donc par exemple, dans une situation de harcèlement sexuel à l'époque, il y avait les présuppositions implicites que les femmes sont censées être
sont censés être en accord avec ce type de traitement, que leur corps est un objet, un jouet avec lequel on peut donc disposer comme bon nous semble, et que si les femmes prennent mal le fait qu'on les taquine ou on les touche et que ça ne leur plaît pas, eh bien, c'est simplement un problème de leur côté, qu'elles n'ont pas le manque de l'humour, qu'elles ont des principes moraux trop sévères, qu'elles font preuve d'une pudeur excessive et ce genre de choses. Donc, il y a toutes ces présuppositions implicites dans l'air du temps qui suggèrent donc que ça fait partie donc du malaise que les femmes vivent à l'époque. Il y a également une connaissance incarnée qui est en jeu, puisqu'évidemment, le harcèlement sexuel, souvent, pas toujours, mais souvent, implique directement le corps de la personne. Et il peut aussi y avoir des répercussions qui sont vécues en dehors des instances, des cas particuliers de harcèlement sexuel. Il peut y avoir des conséquences incarnées, donc des conséquences sur le corps. Donc Fricker décrit notamment des mots de dos ou des mots qui se manifestent donc de manière incarnée, de manière corporelle. Et enfin, il y a aussi la connaissance affective qui est en jeu dans ce que les femmes vivent à l'époque, puisque évidemment, elles vont ressentir un grand malaise, hein, ça relève des affects, donc de la colère, de la frustration, de l'anxiété à l'idée de se rendre dans les endroits où ces choses-là peuvent se produire. Et donc, tout ça pour dire que dans la manière dont Fricker décrit l'expérience de harcèlement sexuel auquel les femmes font face à l'époque, même si elle n'identifie que l'aspect propositionnel, il y a un concept qui manque et c'est ça qui pose problème, hein, eh bien, dans sa description, il y a quand même tout de manière implicite, justement, on peut déjà reconnaître toutes ces dimensions tacites, incarnées et affectives de la connaissance. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte ces manières-là de connaître pour dire qu'on sait de quoi il retourne quand on parle, quand on s'exprime, quand on crée de la connaissance, des théories, des récits au sujet d'une expérience. Il faut pouvoir avoir accès et prendre en compte les perspectives des personnes qui ont vécu ça d'un point de vue aussi tacite, incarné, affectif, par exemple. D'accord ? Donc ici, hein, l'idée, c'est que la connaissance propositionnelle d'une situation ou d'une expérience particulière sera plus probablement correcte si elle est informée par la connaissance expérientielle de cette situation ou de cette expérience. Et encore une fois, ici, je pense que je ne fais que reformuler d'une manière différente ce qui est déjà dit dans la théorie du standpoint, c'est-à-dire que notre position sociale affecte notre expérience et donc notre connaissance. Et donc, ce qu'on peut extrapoler de ça, c'est que donc pour avoir une connaissance plus correcte, il faut avoir une expérience directe de certaines choses, et ici en l'occurrence donc de phénomènes de pression ou de l'expérience de harcèlement sexuel. Alors, si on applique ça à la connaissance propositionnelle sur l'autisme en particulier, eh bien, ça veut dire qu'avant de parler sur ou pour les personnes autistes, les alistes, hein, les alistes, ça veut dire les personnes qui ne sont pas autistes, les alistes devraient consulter et écouter les témoignages à la première personne d'autistes qui peuvent offrir une perspective critique. Et je souligne ici que c'est important que les personnes puissent offrir une perspective critique, puisque comme je disais tout à l'heure, il est tout à fait possible et on peut tout à fait... ça peut tout à fait être le cas avec l'autisme également. Il est possible que les personnes qui appartiennent à des groupes non dominants, à des groupes opprimés, viennent à internaliser certaines idéologies dominantes et donc à se voir comme l'idéologie dominante le voit, à se voir comme inférieure, comme déviante, comme problématique, comme etc., etc. Et donc ici, l'idée, c'est que, de nouveau, c'est pas juste parce que vous êtes une personne autiste que vous avez automatiquement une perspective critique. C'est pour ça que je dis, c'est important pour savoir de quoi il retourne, d'avoir une perspective critique, d'écouter les perspectives critiques des personnes autistes qui ont pu développer donc une perspective critique sur leur expérience et leur situation.
qui n'est donc pas une perspective qui les caractérise comme étant inférieurs, mais au contraire comme étant des membres égaux et à part entière dans les échanges sociaux ou épistémiques. Donc, ça nous amène à formuler le critère, le deuxième critère pour l'autorité épistémique réelle, qui est donc qu'il faut avoir une connaissance propositionnelle qui est inclusive et informée par la connaissance expérientielle à la première personne des personnes autistes, et qu'il en va donc évidemment de l'exactitude de la connaissance propositionnelle. Si vous développez une connaissance propositionnelle sur l'autisme, comme on l'entend très souvent dans des études qui prétendent montrer que les personnes autistes n'ont pas accès à leurs émotions, ou un accès déficient à leurs émotions, que les personnes autistes n'ont pas d'empathie, que les personnes autistes manquent de motivation sociale, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas socialiser avec d'autres personnes, etc. Ça, ce sont toutes des théories qui sont produites sans consulter les personnes autistes, c'est-à-dire en incluant vraiment leur perspective et leur témoignage, d'accord. Eh bien, si vous faites ça, si vous n'incluez pas la connaissance expérientielle à première personne des personnes autistes, vous allez avoir une connaissance propositionnelle qui n'est pas exacte. Il faut avoir une connaissance propositionnelle qui soit exacte, et ça passe par le fait de se familiariser avec les personnes et leurs perspectives. Donc, évidemment, ça va aussi requérir de modifier ou de réviser certaines de vos croyances à la lumière de preuves contraires. Donc, en anglais, le terme est counter-evidence, afin de contrer ce qu'on appelle l'ignorance active. Donc ici, l'ignorance active, c'est un terme qui est développé par Medina, qui est cette idée que les groupes dominants, parfois, savent d'une certaine manière, mais refusent de voir qu'il y a une perspective différente, qu'il y a des témoignages différents, en fait, refusent de voir qu'elles ont tort, d'accord. Et donc, c'est en particulier mis en lumière dans l'article de Yergo et Hübner que je mets ici en citation, cette idée que donc justement, il y a des théories qui montrent à répétition que les personnes autistes n'ont pas de déficit en ce qui concerne, par exemple, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire le fait qu'on a accès aux états mentaux d'autrui, mais aussi de nous-mêmes. Mais donc, l'idée, c'est qu'on a ici des chercheurs qui sont parfaitement au courant de certaines études et qui refusent malgré tout de réviser leurs croyances au sujet de l'autisme, qui continuent à perpétuer des faussetés au sujet de l'autisme, comme par exemple que les personnes autistes n'ont pas de théorie de l'esprit et ce genre de choses. Donc ça, évidemment, c'est extrêmement problématique. Là, on est dans un cas de figure qui est ce que Medina appelle l'ignorance active, où malgré des preuves contraires, on continue, au lieu de réviser nos croyances à la lumière de ces nouvelles preuves, de nos meilleures preuves, eh bien, on continue, on s'acharne à s'attacher, à se rattacher à des croyances antérieures qui sont mal fondées, mal formulées, et malgré tout, ça persiste. D'accord? Donc ça, c'est l'ignorance active. Et donc, c'est évidemment problématique. Alors, pour résumer, j'arrive vraiment à la fin ici, les deux critères donc, que j'ai suggérés devraient être adoptés pour déterminer l'autorité épistémique réelle sur l'autisme. C'est donc d'une part la conscience de l'ignorance neurotypique objective et subjective, d'autre part la connaissance propositionnelle basée sur la connaissance expérientielle à la première personne des personnes autistes, et cela donc va faire une plus grande justice épistémique pour les personnes autistes. Ça va les prendre au sérieux comme agentes épistémiques, comme interlocutrices, comme contributrices aux ressources conceptuelles et aux compréhensions et représentations sociales de l'autisme. Et pour terminer sur les implications pour la recherche sur l'autisme, l'idée, c'est que si on veut pratiquer et cultiver la justice épistémique, en particulier pour l'autisme, il va falloir prendre en considération la possibilité de nouveaux types de sources. Parce que quand on considère, par exemple, dans le monde académique, les types
classique de sources, ça va souvent être, en tout cas certainement en philosophie, mais ça va souvent être d'autres articles philosophiques ou même d'autres articles scientifiques, etc., mais qui ne sont pas nécessairement des articles qui prennent en compte la connaissance à la première personne, la connaissance expérientielle des personnes autistes. Il y a beaucoup d'exclusions et de biais dans les connaissances qui sont produites sur l'autisme. Et donc, c'est important de prendre en compte de nouveaux types de sources, comme par exemple des biographies, des forums, des groupes Facebook, enfin ce type d'endroits donc où les communautés autistes peuvent se rassembler, échanger et où on a donc vraisemblablement plus de probabilité de rencontrer des perspectives à la première personne sur l'expérience de ce que c'est d'être une personne autiste. Je pense aussi que ça peut être important de requérir une section méthodologie en philosophie. Ça se fait beaucoup évidemment dans les sciences non seulement dans les sciences naturelles, mais aussi dans beaucoup de sciences sociales. Mais en philosophie, ça ne se fait pas du tout. Et je pense que ce serait important de le faire, de voir quelles sont nos présuppositions. Est-ce qu'on a fait un effort de consulter des sources à la première personne, basées sur une connaissance expérientielle qui sait de quoi il retourne? Ce genre de choses pourrait être important pour produire une connaissance plus fiable du point de vue épistémique. Une autre chose aussi, c'est que c'est important d'identifier et de contrer le neurocapacitisme comme on le ferait pour le sexisme ou le racisme, d'accord? Et c'est important donc de voir la neurodiversité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une reconnaissance des variations naturelles dans l'espèce humaine, ici en particulier donc la neurodiversité, donc tout ce qui touche au profil neurocognitif, et de voir ça donc en termes de variation et pas en termes de hiérarchie, et d'éviter tous ces termes de déficit, de dysfonctionnement, etc., qu'on entend tout le temps au sujet de l'autisme, en se rappelant, n'est-ce pas, que bien sûr, si on est dans une société qui est dominée par les perspectives neurotypiques, les personnes neurotypiques, notamment autistes, vont probablement avoir plus de mal à s'épanouir et à fonctionner, d'accord? Mais de la même manière que des personnes femmes ou des personnes noires qui vivent dans une société sexiste ou raciste vont également avoir plus de difficultés à s'épanouir ou à fonctionner. Mais ça ne veut rien dire par rapport à la valeur ou à l'infériorité supposée de ces personnes. Ça veut simplement dire qu'il y a un système problématique qui est en place et qui empêche l'épanouissement et le fonctionnement de personnes qui ont des profils différents, qu'il s'agisse du genre, de la race ou ici de la neurodiversité. Et donc, comme je disais, je pense que même si je me suis penchée plus en particulier sur l'axe de la neurodiversité ici, et l'exemple de l'autisme en particulier, je pense que les réflexions méthodologiques et théoriques qui sont mises en avant dans la présentation d'aujourd'hui peuvent être utiles à d'autres axes d'intersectionnalité et d'identité sociale, donc c'est-à-dire sur comment on produit de la connaissance pour toutes ces identités intersectionnelles, que ce soit le genre, la race, la racisation, que le handicap physique et autres, etc. Voilà. Et j'ai ici la liste des références si vous voulez prendre une capture d'écran, mais je sais que la présentation est enregistrée, donc vous pourrez aussi la retrouver sur Internet en temps utile. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse passer à la période de discussion. Merci beaucoup.